Le monde célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida placée sur le thème « Confier le leadership aux communautés » en RDC. Le défi reste à relever est énorme car plusieurs malades ne sont pas encore dépistés. Et puis, les Émirats Arabes Unis et l'Allemagne s'engagent à verser 100 millions de dollars américains au fonds pour le financement des dégâts causés par les changements climatiques. C'est là une des grandes décisions de la COP28 lancée ce jeudi à Dubaï. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. C'est ça, les titres de ce journal, mesdames et messieurs. Campagne électorale pour la présidentielle, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, est actuellement au Congo central où il a rencontré le chef religieux de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kangani. De son côté, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a communié ce vendredi avec les populations de Lodja au Sankuru où il a vendu son programme. Martin Fayulu, numéro 21, lui est à la rencontre des Congolais à Bukavu, au sud Kivu. Le numéro 4, Délici Sanga était ce jeudi avec les Matadiens. Constant Moutamba, numéro 2, était avec les populations de Kisangani. Et Adolphe Mozuto, lui, est annoncé dans l'espace Kasai ce samedi. Denis Mukwege et à Bunia. Pour la crédibilité et la transparence du processus électoral, la Voix de Sans Voix lance un appel au gouvernement pour que celui-ci reprenne les discussions avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Cette mission est Kinshasa ne se sont pas mis d'accord sur le déploiement de certains matériels de télécommunication de cette mission. Suivez les détails. Les autorités de Kinshasa sont appelées à s'affairer en vue de reprendre le dialogue avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui venait d'annuler son déploiement en RDC. À la base, l'UE et Kinshasa ne se sont pas mis d'accord sur le refus de l'utilisation de certains équipements tels que les téléphones satellitaires de la mission qui alimentent des craintes sur la crédibilité des élections. Cet appel est de l'ONG La Voix des Sans Voix qui regrette l'arrêt de cette collaboration dans le cadre de la mission d'observation électorale de Bruxelles. Pour cette structure, une mission d'observation indépendante est d'une importance capitale pour garantir un processus électoral crédible, transparent et apaisé. C'est ainsi qu'elle a appelé en effet instantanément les autorités congolaises à faciliter la mise en place des conditions nécessaires pour permettre le déploiement des équipements requis par la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais avant, ce dialogue qui devrait reprendre entre la RDC et l'Union européenne aura évidemment pour but de lever tous les obstacles pour que l'Union européenne arrive à déployer ses équipements pour les meilleures élections en décembre 2023, dit l'organisation. Ce rendez-vous entre le candidat et les 44 millions d'électeurs congolais. Il faut dire qu'après avoir appris la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission en RDC, alors qu'elle avait déjà 42 experts au pays, le gouvernement congolais, à travers un communiqué de son porte-parole, a pris acte tout en regrettant cette décision. Nous restons toujours dans le processus électoral. À quelques semaines du scrutin de 2023 en République démocratique du Congo, un entrepôt de la CENI se trouvant dans la province de Mai-Ndombe, localité de Bolobo, s'est incendié. Selon la CENI, plusieurs dégâts matériels considérables ont été signalés, notamment 163 dispositifs électroniques de vote, DEV en sigle, provenant du stock de 2018 sont partis en fumée. Patience Lokeke. C'était dans la nuit du mercredi 29 novembre qu'un incendie ravageur s'est déclaré dans l'entrepôt de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Bolobo, dans la province du Mai-Ndombe. Le sinistre a détruit intégralement le bâtiment de l'entrepôt, occasionnant de pertes matérielles considérables pour la CENI. Parmi les équipements consumés dont le flamme figurent 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock des 2018, 163 isoloirs, un kit complet VSAT 2011 et 7 ordinateurs HP RF 2017. Face à cette situation alarmante, la CENI exhorte les autorités compétentes à diligenter une enquête approfondie visant à déterminer les circonstances précises de cet incendie.
Elle appelle à une action pour identifier et sanctionner conformément à la loi les auteurs matériels qu'intellectuels de ces désastres. Il faut rappeler un autre incident de ce genre s'est produit dans un entrepôt de la CENI à Kalemi dans la province du Tanganyika le 5 septembre dernier et un autre dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2023 dans les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC dans la province du Nord Kivu où l'on note aussi les dégâts matériels significatifs avec la perte de 963 sur 1292 dispositifs électroniques de vote anciennes appelées machines à voter. Autre chose, à présent, les sénateurs de l'espace Grand Kasaï annoncent une rencontre avec les notables du Grand Katanga en vue de trouver une solution à la crise à Malemba-Nkulu où des morts ont été enregistrés à la suite des affrontements qui ont opposé les communautés du Grand Kasaï et celles du Grand Katanga en octobre dernier. Ces sénateurs ont été reçus par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Je vous propose de suivre Denis Kambaï à l'issue de la rencontre avec Peter Kazadi. Par devant vous, vous avez la grande délégation de sénateurs de l'espace du Grand Kasaï, assistés des notables membres de la synergie des notables de l'association du Grand Kasaï. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, en rapport avec la situation qui se passe dans l'espace du Grand Katanga. Ce qui s'est passé autrefois à Malemba-Nkulu, à Tenke-Fungurume et dernièrement à Bukama. Voilà pourquoi, en tant que représentant des notables, des fils et filles du Grand Kasaï, nous étions amenés à rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour échanger avec lui sur toutes ces questions. Nous sommes allés en profondeur, mais en conclusion, nous pouvons retenir que dans les jours qui viennent, nous allons nous rencontrer avec nos frères de l'espace du Grand Katanga pour échanger sur les voies de sortie de cette crise à répétition. Mais nous ne pouvons que continuer à lancer un message de paix et de la coexistence pacifique conforme à l'article 151 de notre Constitution, article 30, mais aussi l'article 16 de la Constitution qui parle de la vie humaine qui reste sacrée. Voilà, sans entrer en détail, nous pouvons continuer à lancer un message de paix parce que nous sommes tous des Congolais et pendant cette période de la campagne électorale, dans peu de temps, nous allons passer aux élections de décembre 2023. Nous avons besoin de la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire dont une séance de travail va être organisée ici à Kinshasa très prochainement et échangée entre nous, fils et filles de l'espace du Grand Katanga et ceux de l'espace du Grand Kasaï. Les Grands Lacs, ce n'est pas que la guerre. Des initiatives de paix sont mises en place en vue de promouvoir le vivre ensemble. C'est l'objectif de la conférence épiscopale à venir à Goma. Elle sera organisée au mois de janvier 2024 par les évêques catholiques du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Les organisateurs sont allés solliciter l'implication des autorités publiques pour obtenir leur accompagnement à ces assises. Je vous propose de suivre tour à tour Monseigneur Harry Chiza, vicaire de Goma, et l'abbé Arsène Mounembwe. Ce dernier appelle les communautés et les acteurs politiques à plus de responsabilités. Suivez. Nous venons d'échanger amplement avec l'autorité provinciale pour les mesures pratiques pour accueillir ces hôtes dans notre ville de Goma. Et pratiquement en ce qui concerne l'accueil, les séjours, les célébrations culturelles qui se passeront chez nous. Et nous sommes contents parce que l'autorité provinciale nous a bien accueillis et il a enregistré cet événement dans son agenda. Voilà, merci. Nous sommes victimes d'une situation politico-économique, peut-être mondiale, avec des retombées sur notre province. Mais les acteurs, c'est nous. Quelque part, chacun a une responsabilité, nos communautés ont une responsabilité, surtout nos politiciens ont une grande responsabilité parce que la communauté elle-même
où les communautés sont des communautés humbles, des communautés vraiment qui veulent cette paix. Et quand vous les rencontrez, effectivement, leur souci, c'est la paix. Mais parfois, ils sont embarqués dans des discours de division, de haine. Et par conséquent, mon message est de travailler ceux qui ont cette possibilité, cette opportunité de rencontrer les extrémistes de part et d'autre, les interpeller, pour montrer que chaque homme, là où il est, c'est l'image de Dieu. Et cette image a droit de vivre, a droit de la sécurité. Avant que le gouvernement vienne, ça doit être notre préoccupation, sinon notre devoir. Alors, donc les messages interpellent surtout toutes nos communautés, les notables, mais surtout les politiciens qui sont à la base de beaucoup des problèmes que nous vivons pour leurs ambitions et parfois particulières pour des intérêts personnels. Je l'ai dit en titre, le sida, un fléau qui persiste dans le monde au fil des années. Aujourd'hui, le 1er décembre marque la journée internationale de lutte contre la maladie, placée sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». Une cérémonie officielle a été organisée au PNMLS, présidée par le vice-ministre de la Santé ici à Kinshasa. Encore le docteur Hugues Mayele en RDC. Plus de 400 000 personnes vivent avec le VIH et sont mises sous traitement. Les défis s'avèrent d'autant plus grands que plusieurs personnes en RDC vivent avec la maladie sans être dépistées et passent donc inaperçues. Suivez ces propos recueillis par Damani Mujinga. Cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'est une journée qui est faite pour permettre à la population de comprendre ce que c'est la maladie ou l'infection à VIH-Sida. S'il faut faire comprendre à la population qui nous suivent, le VIH-Sida, c'est juste un virus qui peut entraîner une infection qu'on appelle infection à VIH-Sida. C'est un virus, c'est une maladie qui évolue lentement. Donc le premier moment de contamination passe inaperçu, voire même asymptomatique, ce qui fait que la personne qui fait la maladie sida n'est pas décelable dans la rue. Et cela fait qu'il faut beaucoup plus de temps pour que la personne soit déclarée sidatique, donc passer de l'infection vers le stade qu'on appelle sida. Quels sont les mécanismes ou les modes qui permettent la transmission du sida? Il y en a 3 principalement. Premièrement, c'est les rapports sexuels. Donc, cela suppose qu'il faut mener une vie sexuelle assez responsable. Par les rapports sexuels, on peut déjà attraper le VIH-Sida. Il y a la voie sanguine, donc être en contact avec le sang d'une personne infectée, ce qui peut survenir par les instruments que nous utilisons. Par exemple, dans la manicure, dans les pratiques des tatouages, la transmission de mère à l'enfant qui se fait pendant la période de la grossesse, qui est une probabilité quasi inférieure. Et la contamination pendant l'accouchement, si pendant la coupure du cordon ombilical, certaines mesures ne sont pas prises, l'enfant peut être contaminé. Comment se prévenir pour ne pas atteindre cette maladie? Cette maladie est tellement mortelle, il est tellement dangereuse plutôt, qu'il faut bien se prévenir. Donc, il faut d'abord limiter au maximum les rapports sexuels, surtout ne pas avoir des partenaires multiples, parce que les partenaires multiples, c'est l'un des facultés les plus probants et des facteurs plutôt les plus probants qui peuvent conduire à l'atteinte de cette infection à VIH-Sida. Et avoir aussi une sexualité responsable. Donc la sexualité responsable suppose faire la sexualité dans des timings voulus avec un partenaire et à des pratiques et de manière le plus voulues possible. À ce stade, à ces jours au Congo, nous venons d'atteindre la barre de plus de 400 000 personnes atteintes de VIH-Sida qui sont mises sous traitement. Donc, si les statistiques montrent 400 000 mis sous traitement, donc dans la cité, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas dépistés, qui passent avec la maladie de façon inaperçue. On va prendre cette information en bref. Désormais, l'avenue Laurent Désiré Kabila au niveau de l'arrêt Golfe sera connectée à la route Nzolana, récemment inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette avenue dénommée Général Basuki, située au quartier Bumba, a connu le lancement des travaux par le ministre d'État des ITP Alexis Guissaro Mouvoni ce jeudi.
Longue de 3 mètres, elle va permettre la connectivité entre les deux grandes artères de ce coin de la capitale. Ces travaux seront exécutés par l'Office des voiries et drainage durant 6 mois sur fond du trésor public. On va prendre sport. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football prolonge le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association voit son mandat être prolongé par la Fédération internationale de football association. La Fédération internationale de football association, initialement prévue pour le 30 novembre 2003, le CONOR restera en place jusqu'en août 2024 afin d'organiser les prochaines élections du comité exécutif de la FECOFA. Les détails, Blessid Kouzola. Contre toute attente, la Fédération internationale de football association prend à contre-pied tout le monde sur le sort réservé aux dirigeants de son association, à savoir la FECOFA. Arrivé fin mandat au mois de novembre 2023, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association se voit bénéficier d'une prolongation de la part de l'instance mondiale. Après l'annonce de la suspension de toutes les activités suite aux irrégularités constatées à la commission électorale de la Fédération le lundi 30 novembre par la Confédération africaine de football, un mois après, c'est au tour de la FIFA de prolonger le mandat du CONOR de la FECOFA jusqu'au 30 août 2024. L'annonce est officielle et imminente. C'est le bureau du Conseil de la FIFA qui a décidé de la prolongation du dit mandat du CONOR de la FECOFA, afin de lui permettre de mener à bien sa mission. Selon le tweet de la FECOFA, et cette délibération a été transmise au secrétaire général de cette association membre de la FIFA. Installé un certain 24 avril 2023 selon l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA, avec comme objectif de veiller sur le bon déroulement des élections à tous les niveaux jusqu'à celle de membres du nouveau comité exécutif de la FECOFA, le mandat du CONOR était de 7 mois et devrait prendre fin ce 30 novembre. Nommé en remplacement du comité exécutif, Donatien Chimanga assumant l'intérim du comité Omari, réputé démissionnaire, le CONOR voit sa durée être rallongée de 9 mois, mais pour quelle fin? L'avenir nous en dira plus. On va faire maintenant place à la page internationale. Une table ronde pour le financement des projets intégrateurs prioritaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle, s'est tenue le 28 novembre. La rencontre réunissait des personnalités et décideurs clés de la région avec les partenaires techno-financiers et les investisseurs. À Paris, au cours de la levée des fonds, la CEMAC obtient 9,2 milliards d'euros de promesses, dont 13 projets d'intégration régionale. Patience Lokeke. Une table ronde pour le financement de projets intégrateurs prioritaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue le 28 novembre. La rencontre réunissait des personnalités et décideurs clés de la région avec le partenaire technico-financier et les investisseurs. Elle fut couronnée des succès avec 104% de promesses de financement obtenues. 9,2 milliards d'euros ont été promis à la CEMAC, 104% de l'objectif initial de 8,8 milliards d'euros, a déclaré Michel Nawembu, secrétaire permanent du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC. À l'issue de la table ronde réunissant des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux. Les 13 projets représentent des volets infrastructures du programme économique régional. Ils visent à développer les échanges commerciaux régionaux, à augmenter la transformation locale des ressources naturelles, à industrialiser davantage les économies et à renforcer leur résilience aux chocs futurs. Lors de la première édition de la table ronde dédiée aux investisseurs internationaux qui a été organisée en novembre 2020, la CEMAC
Sodimac avait obtenu des engagements de 3,8 milliards d'euros au-delà de 3,3 milliards recherchés. Dans la région, les Fonds monétaires international FMI appellent à poursuivre les réformes structurelles, à une meilleure gouvernance ainsi qu'à une gestion prudente de la manne pétrolière. Enjeu également pour attirer les secteurs privés, le mécanisme de gestion de risque, les liquidités ou encore la qualité des projets, rajoute les FMI. Et puis, lors du début de la conférence sur le climat COP28 à Dubaï ce jeudi 30 novembre 2023, les Émirats arabes unis ont annoncé un accord sur le financement des dégâts causés par le changement climatique. Les Émiratis et les Allemands se sont engagés dans la foulée à verser 100 millions de dollars américains au fonds qui sera hébergé par la Banque mondiale au cours de des 4 prochaines années, et son lancement est prévu pour 2024. Blessed Kouzola. C'est jeudi 30 novembre 2023, au premier jour de la conférence sur le climat COP28 à Dubaï, les Émirats arabes unis ont annoncé un accord sur la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Le pays hôte s'est engagé dans la foulée à verser 100 millions de dollars au fonds. L'Allemagne a également pris le même engagement. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours de 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024. L'accord conclu reste à apporter des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays et la gestion du fonds à long terme. Un rapport récent des Nations Unies estime que les pays en développement auront besoin de 387 milliards de dollars par an pour s'adapter au changement climatique. Il est temps de vous informer autrement, mesdames et messieurs. Revue de presse. Revue de presse, c'est avec Patience Lokeke. Bonsoir. Bonsoir, fiston. On va commencer par cette information. Incendie d'une antenne de la CENI à Bolobo à Maïndombe. Oui, fiston, c'est le journal Géopolis Hebdo qui les titres Incendie d'une antenne de la CENI à Bolobo à Maïndombe. 163 dispositifs électroniques de vote parti ont fumé. C'était la nouvelle qui a réveillé la République démocratique du Congo. C'est jeudi 30 novembre 2023, dans la nuit du mercredi 29 novembre dernier. Un incendie s'est déclaré vers 20h à l'entrepôt de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI située au camp Pasteur à Bolobo, dont la province du Maïndombe a été incendiée. C'est le rapporteur de la centrale électorale Patricia Seya qui a confirmé l'information dans un communiqué ce jeudi avec des chiffres qui se présentent comme suit. 163 dispositifs électroniques de vote DEV provenant du stock de 2018, 136 isoloirs, 39 kits RF 2022-2023, 58 batteries externes DEV 2018, 165 piles internes DEV 2018, 5 mégaphones de sensibilisation RF 2022-2023, 122 urnes provenant du scrutin de 2018, 17 téléphones de marque Itel A18, RF 2022-2023, 23 téléphones Techno Pova utilisés lors de la cartographie en 2022, un kit complet RF 2018, kit complet VSAT 2011, 7 ordinateurs HP RF 2017, 16 bâches de sensibilisation 2023, documents d'archives de la RF 2022-2023. La CENI invite les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Et puis au Tanganyika, Patience Lokeke, les ministres et les députés provinciaux, outillés sur les procédures et le fonctionnement du dispositif électronique de vote. Oui, fiston, c'est le journal Forum des As qui le rapporte. Tanganyika, le ministre et les députés
provinciaux outillés sur les procédures et les fonctionnements du dispositif électronique des votes. La Commission électorale nationale indépendante a organisé une séance de remise à niveau à l'intention de membres du gouvernement, des députés provinciaux, de partis politiques, de représentants de l'administration publique et de la société civile de la province de Tanganyika. Une session spéciale de formation organisée à la suite de la demande du gouverneur du Tanganyika, Julie Kungwa. Lors de son intervention, l'autorité provinciale a reconnu la tâche ardue qu'accomplit la CENI, réitérant les souhaits collectifs afin les élections combinées du 20 décembre soient inclusives et transparentes. Oui, et puis en dernier ressort, nous avons au Sud Kivu près de 100 maisons calcinées dans un nouvel incendie à Bukavu. Oui, c'est le média en ligne 7sur7.cd qui l'écrit. Sud Kivu, près de 100 maisons calcinées dans un nouvel incendie à Bukavu. Au total, 97 maisons sont parties en fumée dans un nouvel incendie qui s'est déclaré à Bukavu dans la province du Sud Kivu la nuit du mardi 28 novembre 2023. Selon Irène Mandiki, chef adjoint du quartier Moussala, cet incendie a laissé des centaines de ménages sans abri. L'incendie est survenu vers 18 h. Pour l'instant, l'origine du fait n'est pas encore connue. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Merci beaucoup, Patience Lokeke. Merci à toi, fiston. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais moi je vous rappelle les différents titres. Le monde célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida, placée sur le thème confié le leadership aux communautés. En RDC, le défi à relever est énorme car plusieurs malades sont non dépistés. Vous avez suivi le docteur Mayele dans ce journal. Et puis l'Émirat arabe uni et l'Allemagne s'engagent à verser 100 millions de dollars des dollars américains au fonds pour le financement de dégâts causés par le changement climatique. C'est là l'une des grandes décisions de la COP28 lancée ce jeudi à Dubaï. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.